Voilà, le temps qu'il s'installe, aujourd'hui, nous parlerons de ces mesures anti-Covid-19 dans les transports en commun. On se rappelle, la semaine dernière, le jeudi précisément, un Conseil national de sécurité s'est tenu et a planché également sur la question de la Covid-19 qui, malheureusement, est en résurgence. Cela nous étreint donc de pouvoir, bien sûr, encore une fois de plus sensibiliser et encore dans le domaine du transport où se retrouvent vraiment de milliers de personnes. Bonjour, Monsieur Paul Arnaud-Eco. Bienvenue sur ce plateau. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un Conseil national de sécurité. Dites-nous, est-ce qu'il y a eu de nouvelles mesures anti-Covid-19 prises par le gouvernement? On va dire que pour le moment, non. Le Conseil national de sécurité a annoncé quelques mesures, mais je pense que, comme le communiqué du Conseil des ministres l'a dit, ça va être analysé au prochain Conseil. Sauf que le Conseil des ministres a insisté sur le fait qu'il faut rappeler aux Ivoiriens les mesures barrières qui s'étaient imposées, ainsi que a appelé aussi également au respect scrupuleux de ces mesures-là, mais à l'application stricte de ces sanctions qui parfois étaient très sévères. Du coup, le gouvernement estime que les indicateurs d'alerte ne sont pas atteints. Par contre, les sanctions pour certaines mesures vont être remises au goût du jour. Et c'est ces mesures-là qu'il faut rappeler aux transporteurs et aux automobilistes. Justement, on en arrive à, on va dire, à la prise de ces mesures, là, dans la continuité même des mesures qui étaient antérieurement édictées. Mais là, on est plus dans la répression. C'est plus la phase de sensibilisation comme on avait pu le constater en amont. Exactement. On avait déjà commencé à sanctionner depuis, on se rappelle que au début de la crise, en mars 2020, on avait fait beaucoup de sensibilisation. Et puis quelques mois après, on a commencé à sanctionner les automobilistes. Aujourd'hui, le ministère des Transports, depuis quelques jours, est sur le terrain pour sensibiliser. Mais je pense que d'ici peu, on aura suffisamment sensibilisé les Ivoiriens. On va remettre encore au goût du jour ces sanctions-là. On va commencer à sanctionner parce que je pense que le communiqué du Conseil des ministres est suffisamment clair là-dessus. Il faut veiller à une application scrupuleuse de ces mesures répressives. Mais d'accord, et dans le cours de cet échange, vous avez remarqué la présence de Thierry qui nous revient de son petit voyage avec les Fatou au Caraïbes. Bien sûr, tu vas bien? Ça va, je vais très bien. Bonjour, monsieur. Bonjour Thierry. Allez, on poursuit. Tout à fait. Alors, parlons toujours de ces mesures anti-Covid-19. C'est vrai que le secteur du transport est beaucoup plus interpellé parce qu'il y circule plusieurs personnes, plusieurs mobilités. Est-ce qu'il y a des mesures spéciales qui ont été prises pour le secteur du transport? Oui, le secteur du transport faisait partie des secteurs les plus régulés pour lutter contre le coronavirus. Et il y a plusieurs dispositions qui avaient été prises à l'époque, en passant par l'obligation du port du masque qui avait une insistance particulière dans le véhicule. On avait aussi s'était rendu compte que des décisions avaient été prises pour limiter le nombre de passagers à bord des véhicules, pour limiter même la circulation des personnes à bord des véhicules. On se rappelle aussi à l'époque qu'il y avait des restrictions pour certaines zones. Bon, ces restrictions ne s'appliquent plus, mais on est dans une situation où on peut les mettre au goût du jour. Et enfin, il y avait aussi des mesures d'hygiène qui avaient été préconisées, qui avaient été mises en avant pour lutter contre la Covid-19. Et ces mesures-là sont toujours d'actualité. Alors, Monsieur Eco, pour la prochaine question, eh bien, quelles sont les principales mesures anti-Covid qui sont toujours en vigueur? Petite piqûre de rappel pour nos téléspectateurs. Les trois principales mesures vont être l'obligation du port du masque, je préfère dire l'obligation, parce que dans les espaces publics, on n'avait pas le choix, mais dans les véhicules, on avait encore moins le choix. C'était obligatoire de porter le masque sous peine de sanctions. On a aussi le nombre de passagers à bord du véhicule qui reste toujours applicable. On savait que les véhicules de 5 places devaient avoir un passager en moins, mais ça partait de façon progressive, jusqu'à ce que dans les véhicules de 18 places, on était à 10 ou 12 personnes. Ces mesures sont toujours applicables sous peine de sanctions pénales. Et puis, on avait aussi tout ce qui était lié à l'entretien de ce véhicule, comme je l'avais dit, entretenir, nettoyer, qui était toujours applicable également. Donc, ces trois mesures-là restent toujours applicables et font l'objet de sanctions pénales assez sévères quand même. Justement, moi, j'ai un petit sourire en coin parce que normalement, on ne devrait pas arrêter la vigilance sur ces mesures-là. À quel moment on a décroché et pourquoi? Je pense qu'il y a eu beaucoup de préjugés parce que, on va dire, par la grâce de Dieu, le fléau a été moins rapide chez nous. Donc, on s'est dit, OK, peut-être que c'était une maladie d'ailleurs, mais ce n'est pas le cas. Surtout qu'on s'est rendu compte que le virus a tendance à muter et qu'il y a même des variantes africaines maintenant en Afrique du Sud qui tuent beaucoup de personnes. On a relâché et puis bon, on est passé par beaucoup de situations plus compliquées avec des troubles qui ont fait que les Ivoiriens, au fur et à mesure, ont oublié la période des campagnes, la période des fêtes. On a tout à fait oublié que la maladie existait. Et là, on s'est rendu compte que la maladie revient de plus belle, avec beaucoup plus de virulence, avec beaucoup plus de menaces pour nos populations.
Et c'est le moment de rappeler les troupes à l'ordre. Et je dis troupes parce que bon, certains chefs d'État disaient qu'on était en état de guerre. On a constaté, on a fait des états, on a eu un état d'urgence, on a vu des couvre-feux ici qui sont des mesures militaires. Donc on rappelle les troupes, on appelle tout le monde à l'ordre et puis bon, chacun essaie de prendre ses responsabilités pour freiner le fléau. Il ne faut pas que les indicateurs soient atteints, parce qu'on sait que si c'est atteint, les mesures seront plus sévères. On a vu les propositions du Conseil national de sécurité. On va à la limitation du nombre de personnes dans les regroupements. On peut arriver encore à un second confinement. Il faut vraiment éviter d'y arriver. Mais avec ce que nous avons comme comportement, et face à cette léthargie, je pense qu'on va accentuer tout cela et arriver à ce stade-là. Oui, on va forcément l'accentuer. Je pense que d'ici peu, comme le ministère des Transports sait si bien le faire, il va mettre fin à tout ce qui est sensibilisation. Et on va commencer à punir les personnes qu'il faut. Je pense que ça ne va pas tarder, parce que je pense que les regards sont tournés vers les autorités, mais c'est à nous de changer nos comportements. Et ces comportements, malheureusement, sous nos yeux, on a besoin de sanctions, on a besoin de vraiment qu'on nous tire les oreilles pour pouvoir appliquer les mesures pour notre propre sécurité, pour notre propre santé. On va y arriver, je pense. Le ministère du Transport est donc fixé. Alors, vous avez parlé d'état d'urgence. Généralement, c'est une terminologie qu'on entend lors, on va dire, de troubles ou voilà, de tensions en tant que tel. Mais là, on est dans un état d'urgence sanitaire. Qu'est-ce que c'est déjà et puis en quoi concerne-t-il le secteur du transport routier? Bon, il faut dire que c'est le Conseil national de sécurité qui a proposé au gouvernement d'adopter des mesures d'état d'urgence sanitaire, mais ça n'a pas encore été confirmé puisque le dernier Conseil des ministres qui a suivi le Conseil national de sécurité ne l'a pas entériné. Mais c'est à l'étude, donc probablement le mercredi ou jeudi, on risque d'avoir un état d'urgence sanitaire. Bon, c'est vrai que c'est une notion nouvelle parce qu'on est plus habitué à la notion d'état d'urgence, qui est un régime spécial qui permet de prendre des mesures de police administrative plus rapidement, des fois même au mépris ou contre les intérêts des droits civiques, des droits civils, des libertés fondamentales. Il y a des mesures des restrictions qui pourraient être prises ont besoin d'être suffisamment justifiées, ont besoin de beaucoup d'autorisations, qui peuvent même faire l'objet de recours devant les juridictions. L'état d'urgence est ce régime d'exception-là qui permet aux autorités administratives de passer outre toute cette procédure de respect des droits fondamentaux et de prendre des mesures pour l'intérêt commun, pour la santé publique. Donc, l'état d'urgence sanitaire va être forcément une mesure spéciale dans le milieu sanitaire, mais ça ne veut pas dire que ça ne concerne que les centres hospitaliers. Ça va être plutôt des mesures qui vont peut-être dépendre de la compétence du ministère de la Santé, alors que l'état d'urgence va dépendre du ministère de l'Intérieur. Donc, beaucoup de mesures liées à la santé publique vont être prises. Conformément à notre code de la santé publique conformément à notre législation ici, on va commencer. Il peut arriver qu'on prenne des mesures d'interdiction de circuler à un moment donné par rapport ou même des mesures de circuler dans certaines zones où il y a beaucoup plus d'affluence de personnes. Donc ce régime d'exception-là, on espère qu'on ne va pas y arriver, mais fait partie des propositions du Conseil national de sécurité. OK. Alors, mais dans le domaine des transports, ça va être quoi cet état d'urgence concrètement? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Cet état d'urgence est une création, j'allais dire française, mais comme on a quasiment le même système juridique, parce que l'état d'urgence puise sa source dans une législation, dans une loi de 1959 qui permet de donner certains pouvoirs répressifs au ministère de l'Intérieur. Oui. Quand je dis des pouvoirs répressifs, je vais aller au-delà, même des pouvoirs législatifs, c'est-à-dire qu'on va arracher certains pouvoirs aux députés, aux juges, concentrer entre les mains du ministère de l'Intérieur, juste pour s'assurer la sécurité et la santé des personnes. Et ça va être pareil. Donc, on pourra à un moment donné interdire, comme je le disais tout à l'heure, à certaines heures la circulation des véhicules. Ça peut arriver. On pourra interdire à certains véhicules de transport en commun d'arriver dans certaines zones où on estime que soit ça va engendrer, je vais dire, une affluence de personnes. On peut arriver à espacer par exemple, pour ce qui concerne les bus, à espacer les mouvements, les déplacements. Un certain nombre de personnes aussi à l'intérieur. Exact. Ben là, ça, ce n'est pas les allégeances, c'est déjà en cours, puisqu'on a un arrêté qui est applicable, c'est en cours, c'est en vigueur depuis un bon moment. Il faut juste les ramener. Mais je vais dire qu'on pourra avoir de nouvelles mesures pour renforcer ces mesures en cours, là, parce que l'état d'urgence sanitaire le permettrait. Alors, au milieu de toutes ces dispositions prises là, ce qui est le plus important, c'est leur application et surtout leur régulation. Est-ce qu'on arrive véritablement à réguler, on va dire, la véracité? On peut vraiment quantifier ou bien mesurer, on peut vérifier que ces mesures-là sont applicables et respectées dans le secteur du transport?
C'est vraiment difficile à dire parce qu'on constate que dans la circulation... Et pourquoi? Pourquoi c'est difficile? Parce que, bon, de façon visuelle, de façon apparente, on le constate. On a beaucoup de personnes qui sont encore peut-être dubitatives sur l'efficacité ou bien l'effectivité de la pandémie. Il y en a qui estiment qu'ils sont suffisamment à l'abri, mais il y a vraiment un relâchement. Donc, je pense que c'est difficile de dire que ces mesures-là sont respectées comme il le faut. Et puis, on n'a pas suffisamment d'autorité. Chaque fois, il faut le rappeler, pour surveiller. On n'a pas fait la police derrière chaque individu. On l'a vu antérieurement, hein, lors de la survenue de la pandémie ici. On avait vraiment des policiers qui étaient vraiment très assidus à respecter, à faire des contrôles des véhicules. Qu'est-ce qui a fait qu'on a baissé la garde? Vous avez parlé, c'est vrai, des faits. C'est vrai que parfois, on a fait des actions d'éclat pour montrer. Mais aujourd'hui, je pense que le premier... Non, ce n'est pas forcément de la com, c'était pour donner l'exemple plutôt. Je n'ai pas dit de la communication vaine, mais pour donner l'exemple pour dire que ça peut vous arriver, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir fait. Dans pratiquement tous les pays du monde, on a montré des agents de police en train de verbaliser des personnes qui ne respectaient pas la législation, qui ne respectaient pas les mesures barrières. Ce n'est pas de la pure com, c'est de l'exemplarité. Mais chez nous, ici, on a des situations où peut-être que c'est l'agent de circulation qui... Autant il va vous verbaliser parce que vous avez utilisé le téléphone au volant, il pourra vous verbaliser parce qu'il n'y a pas le port de masque, parce que c'est verbalisé. Donc, il faut peut-être arriver à responsabiliser ces autorités-là qui sont en train de faire la circulation, qui ne se limitent pas juste à laisser passer les véhicules, mais à vérifier l'application stricte de la loi. Ce sont les premiers à être en avant. Et c'est à eux de prendre conscience qu'ils ont un rôle de police judiciaire, même que je l'ai dit, à verbaliser, à faire respecter ces mesures barrières. Ça va faire tic dans la tête des gens. Et comme on sait que très souvent, à ces carrefours, on aura des autorités policières qui régulent la circulation, on va peut-être prendre... On sera enclin à respecter les mesures, tout simplement. Exactement. Voilà. Alors, vous êtes dans le domaine du droit routier, certes, mais quand même, est-ce qu'on peut vous demander aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est quand même efficace, toutes ces mesures que l'on prend dans le domaine des transports et tout, port du casque, du masque, espacement des clients et tout, est-ce que c'est véritablement efficace pour qu'on puisse même accentuer toutes ces mesures? En tout cas, pour le moment, c'est pratiquement la seule mesure qu'on a en attendant que les vaccins arrivent. Donc, on est obligé de faire avec. Mais je pense que ça a démontré son efficacité. Ça a démontré son efficacité, sauf que des fois, il faut le prendre avec d'autres mesures qui sont beaucoup plus répressives. J'espère qu'on ne va pas en arriver là. Lesquelles, par exemple? La mesure la plus efficace, c'est le confinement. Dans tous ces pays, on a constaté qu'en Europe, on pense à se réconfiner. On a la 3e vague de réconfinement. Et nous, on espère ne pas y arriver parce qu'on n'a pas vraiment les moyens de se payer un 2e confinement. Il faut vraiment être responsable. Il y a quand même beaucoup d'efficacité. Le port du masque, on l'a démontré, quand il est porté régulièrement selon le respect des mesures sanitaires données, il s'avère efficace puisqu'il est un obstacle à la progression ou à propager les germes du virus. Donc, ça s'avère efficace, mais il faut les porter dans les règles. Il ne faut pas porter un masque pour toute une vie de lutte contre le coronavirus. Généralement, ces masques sanitaires sont des délais de 4 ans. Il faut les entretenir. Il faut aussi prendre conscience que les espacements, puisqu'on est d'accord, on est tombé d'accord que la communauté scientifique est claire qu'à plus d'1,50 m, le virus ne soit pas atteint. Donc, en principe, ces mesures-là doivent s'avérer efficaces, mais c'est leur respect dans les circonstances assez scrupuleuses qui font qu'on a du mal à avoir des résultats. Mais il va se combiner avec d'autres mesures. Et c'est ces mesures-là qu'on ne veut pas appliquer parce qu'on ne veut pas arriver à un couvre-feu à nouveau, quoi. Bien sûr. C'est vrai. Vous avez parlé également de notre, hélas, manque peut-être de grands moyens pour pouvoir faire face à la maladie. Et en même temps, il y a une organisation qu'on peut mettre en place pour vraiment protéger les uns les autres. Par exemple, dans un marché où les gens se frottent pratiquement, comment organiser un tel espace pour pouvoir respecter véritablement les mesures barrières où les étals sont collés? Exactement. La difficulté, c'est ça, c'est cette surpopulation dans ces espaces restreints, ces surpopulations. Je sais qu'au début de la pandémie, on fera de la vacation au niveau des activités. À l'époque, les femmes, j'avais vu que des femmes, des coopératives avaient essayé d'organiser elles-mêmes. Et ça aussi, il ne faut pas l'oublier, ça fait partie du civisme. J'allais même dire du civisme routier, c'est la voie publique. De prendre conscience que notre espace de vie nous appartient d'abord à nous, avant d'appartenir au gouvernement, que c'est à nous d'organiser les mesures pour faire respecter les mesures barrières. Donc, j'avais vu qu'à l'époque, des femmes avaient pour soin d'entretenir, de laver, de désinfecter le marché, d'organiser les entrées et les sorties. C'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Mais la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il y a suffisamment d'espace pour organiser ce travail-là? Malheureusement, c'est un état de fait, on vit avec. Et on a, comme on dit, il faut choisir le moindre mal. Soit, comme Alice l'a dit, faire cette vacation, c'est possible. Soit organiser les entrées pour qu'on respecte les délais, c'est possible.
quitte à faire prendre plus de temps aux clients, mais au moins on s'assure que celui qui prend plus de temps pour acheter un pain ou une baguette de pain aura peut-être encore plus de temps à vivre, puisqu'il va lutter contre le coronavirus. C'est la donnée la plus importante. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a suffisamment d'espace? OK, mais est-ce qu'il y a suffisamment aussi d'infrastructures dans le domaine des transports pour permettre vraiment le respect de toutes ces mesures? Je pense que la crise du coronavirus dans le monde entier a vraiment éprouvé les infrastructures de transport parce que on a tous eu des difficultés à faire respecter ces mesures-là. Quand je dis tous, je parle de tous les pays qui l'ont appliqué parce qu'on avait vu des métros bondés en Europe. Et je pense qu'on doit réfléchir à cette nouvelle formule-là. On avait tendance à maximiser les transports en commun, alors qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, des transports simples comme le vélo peuvent être efficaces. C'est que si on avait vraiment beaucoup d'infrastructures, si on avait encouragé des infrastructures pour les pistes cyclables, peut-être qu'il aurait été facile parce que je suis seul sur mon vélo, ces mesures de distanciation ne se poseraient pas. S'il y avait vraiment beaucoup de sécurité pour les piétons à certains endroits, je pense que je peux passer seul, ces mesures ne s'appliqueraient pas. J'estime que nos infrastructures ne sont pas vraiment adaptées, on va en tirer les leçons. Mais il faut vraiment croire que les transports en commun vont aussi se tenir compte de ces événements-là. La SOTRA avait fait l'effort à l'époque de réduire le nombre de personnes, mais quand on réduit le nombre de personnes dans le bus, on augmente l'affluence derrière, donc il faut une régularité de la circulation. Bah, j'avoue qu'on a beaucoup à faire pour pouvoir se conformer. On ne fait qu'en tirer des leçons. Non, je ne sais pas qu'on va en tirer les leçons parce qu'il faut en tirer les leçons. Moi, je pense qu'au sortir de cette crise-là, il faut vraiment encourager d'autres modes de transport. Il faut encourager, j'encourage beaucoup le cyclisme. Je pense aussi qu'on a des modes de transport qu'on a sous-estimés, qui sont vraiment à profusion, tout ce qui est scooter, petites motos. Mais si on les régularise, en fait, si on les régule normalement, qu'on les accompagne, ça peut être des outils efficaces de transport aussi. Et en ces moments-là, peuvent s'avérer efficaces. Fort heureusement, notre pays est résolument tourné vers son développement. On a parlé notamment du métro ivoirien, on l'attend avec impatience. Justement, on entend sous d'autres cieux parler de mesures additionnelles en matière de prévention, comme quoi on ne parlerait tout simplement pas dans les transports en commun. Ça pourrait être efficace? Ben, je pense que, quand je me rappelle que à l'époque, je parlais dans les bus, lorsqu'on a fait tout ce qui était mesures d'hygiène, je pense que la Société de transport avait encouragé à éviter les conversations dans les bus. Parce que c'est cette propagation des germes qui faisait que le virus allait très vite. Et donc, ne pas parler serait l'idéal. C'est vraiment difficile de fermer la bouche pendant un bon moment. Mais récemment, ça a été confirmé par je crois, des autorités sanitaires au plan international, qu'éviter de communiquer, éviter de parler régulièrement pourrait contribuer à freiner. Je pense que c'est une mesure à analyser. À analyser et même à exploiter dans les mesures de transport en commun. Et ça, c'est peut-être aux conducteurs de prendre conscience que, bon, des fois, on parle pour ne rien dire. Et donc, il est arrivé à dire qu'il ne faut pas téléphoner, peut-être qu'il faut les encourager. On a juste 30 minutes, peut-être 1 heure de temps à faire dans les transports. Peut-être qu'en ce moment-là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Bon, parce que là, je pense qu'il faut vraiment encourager. J'estime parce que, bon, j'imagine tout ce qui va être postillon de certaines personnes, il faut vraiment encourager ces mesures-là. Ça va être difficile, mais comme je dis, c'est pour le bien de tous. Bien sûr, on parle de prise de conscience, on parle d'encouragement. C'est vraiment sur ces thèmes qu'on revient pour faire comprendre aux populations que la situation, elle est quand même critique. Oui, il faut insister sur le fait que ce n'est pas un combat des autorités. C'est-à-dire que c'est quand même déplorable et il faut comprendre les mesures. La santé, c'est la santé de chaque personne. C'est une santé individuelle, c'est votre état de santé. Quand vous allez mourir, vous serez seul. Donc, je ne pense pas qu'on a besoin de vous tirer les oreilles pour ça. Il faut prendre conscience que c'est votre responsabilité personnelle, mais c'est votre engagement pour vous et pour votre famille. Pour vous et pour votre famille. Chez nous aussi, c'est vrai qu'on fait beaucoup plus de publicité, lavez-vous les mains, mais j'ai suivi des publicités en Europe où on mettait l'individu en rapport avec sa famille. Vous faites un câlin à votre maman et le lendemain, vous la trouvez sur le lit de l'hôpital. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Voilà, donc c'est ce qu'il faut peut-être arriver à faire comprendre aux automobilistes, que ce n'est pas pour le gouvernement qu'on le fait. On s'en fout que ce soit vrai ou faux. C'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes qu'on le fait. En fait, ces mesures sont édictées dans le but de protéger notre propre santé. Exactement. Donc, il faut quitter cet état d'esprit pour dire que ça ne tue pas Africains, ça tue les Africains. Parce que oui. Le problème qu'on a oublié, c'est que, en fait, ce n'est pas un virus assez mortel. C'est le système d'encadrement de la masse de personnes malades qui fait qu'on a du mal à traiter. Si vous trouvez un état où vous allez avoir une saturation des hôpitaux,
bien évidemment, quel que soit le système médical que vous allez avoir, vous allez être en défaillance. C'est ce qui se passe en Europe. Ils sont très bien équipés. Mais il y a des morts, pas parce que... c'est l'affluence. L'affluence, on n'arrive pas à trouver les équipements pour les intuber à temps. Il manque d'oxygène. On a vu au Brésil le manque d'oxygène. Ils sont pénuriques. Voilà, on dirait, mais l'oxygène, on le respecte tous les jours, mais vous voyez qu'il faut une formule particulière d'oxygène pour le malade. Et voilà, tout ça, c'est cette pénurie qui fait que ça s'aggrave. Sinon, la maladie en elle-même, elle peut ne pas sembler grave, mais les conséquences de la maladie sur le système de santé national vont être tellement graves que finalement, votre négligence va vous envoyer à la mort, quoi. Et toujours au titre des mesures ou d'équipements, on a le fameux masque qui n'est pas arboré de plus en plus. Et dans le milieu de transport, puisque c'est là que nous nous trouvons, est-ce qu'il ne faut pas durcir le port du masque, sinon la répression au port du masque, hein, faire descendre carrément quelqu'un qui n'a pas son masque, il ne participe pas au voyage. Le test, il est clair, hein, il appartient au conducteur de ne pas laisser quelqu'un sans masque dans sa voiture. Le test, il est clair. Je vais peut-être retrouver la sanction. Le test, il est clair. Je crois que c'est une sanction de... Je crois que l'article le dit clairement. Hein, c'est une contravention de 2e classe, mais qui est punie d'une peine d'emprisonnement de 10 jours et d'une amende de 50 000 francs. Et il appartient au pilote ou au chauffeur de faire respecter cette mesure-là. Ce n'est pas une invitation, c'est une obligation. Vous avez l'obligation de faire porter le masque à vos passagers. C'est vrai qu'il est responsable pénalement, mais vous allez être responsable ou complice de ces faits-là. Donc c'est déjà suffisamment rigoureux. Et ça va arriver, quand le gouvernement va arriver, il va compter les passagers. Peut-être qu'on va multiplier le nombre de masques non portés par 50 000 francs. Peut-être que ça va être encore plus sévère pour voir. Mais tout à fait, on a besoin d'avoir un épouvantail au bout d'un moment. Non, mais sérieusement, parce que c'est dommage qu'il faut en arriver à réprimer pour vous faire prendre conscience que c'est votre santé personnelle. Et pas seulement dans le transport, même dans la rue et tout, on porte quand même le cache-nez. Hein. Oui, le test, il est clair. On parle des transports en commun, mais on parle de la circulation sur la voie publique. Donc, le piéton même, je dis qu'il est concerné puisqu'il est sur la voie publique. Les usagers de la route, ce n'est pas seulement l'automobiliste. Il part même à moto ou à vélo, il faut pouvoir porter votre masque. Le masque, au départ, ça soulevait la polémique parce que se disait qu'il fallait peut-être les importer, les payer, c'était plus compliqué de mettre en place. On s'est très vite rendu compte qu'on pouvait nous-mêmes confectionner des masques. Et donc, le système, il tient toujours. Et je sais aussi qu'il y a une politique de distribution du masque pour certains assurés sociaux qui leur permet d'avoir le masque. Donc, il faut les avoir, mais il faut les porter. Il faut les porter. Pas pour les porter, il faut les porter selon les critères qui sont mis en place. Il est conseillé de ne pas porter le masque plus de 4 heures. Donc, au bout de 4 heures, il faut changer le masque. Il faut avoir 2 ou 3 masques supplémentaires. Il faut le changer, il faut l'entretenir, il faut le laver. Pour les masques anti-aussi, il faut les laver. Il faut les laver avec tout ce qui est détergent pour leur donner encore quelques forces de résister contre le virus. Mais il faut vraiment entretenir. Il faut les porter dans les... Comme je dis, il y a plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux pour montrer comment le porter. Il faut éviter de le toucher, il faut éviter de... Exactement, il faut vraiment éviter de se faire contaminer. C'est vraiment un effort. Au-delà du masque, il y a tout ce qui est mesure d'hygiène des mains. Donc, dans les véhicules, ça n'a pas été dit clairement, le test ne l'a pas puni. Mais je pense que dans chaque véhicule, il faut qu'il y ait au moins des gels, des équipements pour désinfecter les mains des passagers. Il faut aussi qu'il y ait des équipements pour nettoyer la voiture. Donc, quand vous allez aller chez le laveur, parce qu'il faut peut-être prendre l'habitude d'aller très régulièrement chez le laveur, plutôt que d'aller une fois par semaine, peut-être aller une fois par jour. Mais généralement, avec beaucoup de savon, on arrive à tuer le virus. Donc, le laveur les services de lavage doivent aussi jouer leur rôle. Parce que c'est tout cet écosystème-là qui fait partie de la vie de l'automobiliste. Donc, laver sa voiture, l'automobiliste sait qu'il a un rôle à jouer, il faut qu'il joue son rôle. Il faut franchement que tout le monde prenne sa responsabilité. Il ne faut pas laisser que le gouvernement nous vienne imposer un confinement pour qu'on se rende compte que c'est grave. C'est le moment d'éviter. Je pense qu'on a les moyens de faire en sorte que les indicateurs d'alerte ne soient pas atteints. C'est une décision personnelle, c'est une décision qu'on prend. Responsable. Voilà. Oui, même concernant les gels, vous l'avez dit tout à l'heure, on en a de petits comme ça, bien moins chers, on peut en avoir sur soi-même. Je sais qu'à l'époque, il y avait une politique pour réduire les coûts. Je pense que ça va continuer parce que c'est ça aussi le problème. C'est vrai qu'on va faire des efforts, mais de l'autre côté, il faut qu'on fasse des trucs. Il faut qu'on arrive à les rendre gratuits pour les automobilistes qui font l'effort d'être en règle. Ça va peut-être les encourager à... Franchement, on est installé au ministère des Transports ce matin. Alors, on va sortir de là, pourquoi pas, ce serait bien. Et puis, parler même des autres administrations en tant que telles et de la société en général. On avait plusieurs dispositifs installés à l'entrée des sociétés, voilà, des usines. Maintenant, c'est plus le cas. Hein. On rentre dans des agences comme ça et tout. Franchement, c'est tout le monde qui a baissé la garde. C'est vrai qu'on va sortir du ministère des Transports, mais il faut peut-être qu'on parle de toutes les autorités. Il y a une question d'exemplarité. Il y a une question d'exemplarité. C'est-à-dire que
on s'est rendu compte que pour convaincre la population, parce que ce n'est pas seulement les Africains qui sont dubitatifs, pour convaincre la population de l'efficacité du vaccin, on a vu le balai de ces politiciens se faire vacciner. Il faudrait aussi que nos politiciens se montrent l'exemple. Je dis ça, je ne dis rien, mais si moi je vois dans le cortège d'une autorité les agents en masque, les automobilistes en masque, pourquoi moi je refuserais? Donc c'est une question d'exemplarité et l'exemple vient toujours des autorités puisque c'est eux qui sont nos premiers modèles. Il faut arriver à le faire ça. Et donc le fait est que dans l'administration, il ne faut pas juste dire n'en pas, il faut mettre en place ces systèmes rigoureux. Mais ça continue d'exister. Oui. On en est arrivé à mettre en place des systèmes automatiques de lavage des mains. Ça existe toujours. Ça existe. La Maison Bleue est très exemplaire. Mais je pense qu'on va y revenir. Ça va revenir. Moi, je sais qu'il y a certaines administrations où on vous refoule lorsqu'on n'est pas le masque. Maintenant, il faut peut-être prendre soin de regarder si le masque il est propre. S'il n'est pas propre, on le refoule. Parce que ça fait partie de ça. Il ne s'agit pas d'avoir un masque s'il est déjà contaminé. Donc les administrations vont jouer leur rôle au fur et à mesure. Je pense que ça va continuer. Ça existe toujours, il y a eu un relâchement, mais à l'appel du gouvernement, ils vont redoubler d'efforts. Oui, il faut véritablement une prise de conscience pour vraiment dire à tout le monde que voilà, la Covid existe, donc il faudrait continuer avec les mesures barrières. On en parle, on l'a dit, certes, on est au ministère du Transport, mais on sort et on parle dans toutes les administrations, qu'elles soient publiques ou privées, vraiment pour pouvoir faire comprendre à tout le monde que la Covid, elle est réelle et il faudrait avoir toutes ces mesures barrières, que ce soit dans le transport, à la maison, partout, monsieur. Exactement, oui. Exactement, tout à fait. Il faut que tout le monde soit conscient. C'est une affaire ça commence à avoir, c'est une affaire de chacun et c'est une affaire de la collectivité. Donc, on n'a pas vraiment besoin de vous tirer les oreilles. Chaque fois que vous vous réveillez, les efforts que vous faites pour garder la forme, incluez maintenant les mesures barrières. Et tout à fait, c'est un sursaut de préservation de sa propre vie. Exactement. Donc, il faut respecter scrupuleusement les mesures barrières, à savoir se laver les mains régulièrement, porter un cache-nez, se mettre à 1 mètre de distance et puis vraiment les respecter de manière très assidue. Merci infiniment, monsieur Paul Arnaud Écou, pour ces